Bonjour et bienvenue sur le blog du coordinateur SSI. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les différences qu'il y a entre la 32 qui vient de sortir en juillet 2015 et la 32 de 2008. Donc bien évidemment, cette vidéo est plutôt destinée aux coordinateurs SSI ou aux bureaux d'études qui veulent éventuellement s'informer. J'ai participé donc aux travaux sur la 32, donc je vais vous apporter mon éclairage sur ces nouveautés. Bon, il y a quand même pas mal de choses, alors on va y aller tout de suite. Au menu, ben, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de chapitres à regarder. Un des objectifs principaux de cette commission, c'était de réorganiser la 32, puisque la 32, un des inconvénients de celle de 2008, il y avait des informations réparties dans plusieurs chapitres différents. Donc vous allez voir notamment dans le chapitre 2, la réorganisation, un exemple de cette réorganisation. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui a été réorganisé dans la norme, ça ne servirait à rien, mais bon, sachez que on va dire qu'on a essayé d'améliorer la cohérence de la 32. Voilà. Donc, alors, dans les définitions, on a principalement des définitions qui concernent la sono de sécurité, puisque en fait c'est la grande nouveauté de cette 32. On a la sono de sécurité qui rentre en ligne de compte. Sachez que le NFSSI prend en compte maintenant les sonos de sécurité. Et c'est vrai qu'on avait un peu le cul entre deux chaises précédemment, puisque en fait on ne pouvait pas installer d'autres sonos de sécurité que celle 5416. Et on ne pouvait plus installer des 6849, sauf qu'on n'avait pas de règle d'installation, puisqu'il n'y avait pas de règle d'installation pour les sonos de sécurité 5416. Donc maintenant, dans la 32, vous aurez ça, on verra ça en fin de présentation. Donc là, dans ces définitions, je ne rentre pas plus dans le détail, sauf pour un point particulier, c'est les locaux au volume acoustiquement identiques. C'est un ensemble de locaux qui sont à peu près identiques, dans le sens où ce sont des bureaux avec la même moquette, les mêmes matériaux au mur, les mêmes équipements, voilà. Donc, qui vont avoir la même atténuation acoustique, si j'ose dire. Donc, on pourrait envisager de faire des ZLE, des zones de locaux acoustiquement identiques. Alors, on n'a pas rentré là-dedans, et d'ailleurs, c'est pas au coordinateur SSI de le faire, puisque ce n'est pas dans sa mission ni dans ses compétences. Donc c'est le bureau d'études acoustique, par exemple, qui va dans le CCTP s'inspirer donc de cette 32 pour pouvoir définir des zones de locaux acoustiquement identiques. D'accord ? Ou disons un ensemble de locaux acoustiquement identiques. Ce n'est pas au coordinateur SSI de s'en intéresser, de s'y intéresser. Bien, passons à la suivante. Donc la diapo suivante, c'est les liaisons. Alors justement, ça c'est pour vous illustrer un petit peu ce qui a été fait par rapport à la réorganisation. Précédemment, une partie de ces notions était dans le chapitre 12. En fait, là maintenant, tout ce qui est liaison a été regroupé dans le chapitre 4-5, qui est quand même plus cohérent. Rien à dire de plus sur cette partie, pas de nouveauté à ce niveau. La fibre optique, ça, c'est une nouveauté, puisque maintenant, elle est autorisée. Avant, on avait un vide à ce niveau-là. On peut donc maintenant avoir cette fibre entre des CMSI, entre les CMSI et les TRE, entre le CMSI et la face avant, entre le CMSI et les matériels déportés, entre le CMSI et l'UAE. Et puis, apparition des fibres optiques entre les matériels centraux des ECSAV et puis les enveloppes. Alors, on s'est un peu posé la question, est-ce qu'on définit des matériels centraux, matériels déportés, un peu comme sur des CMSI? Bon, là, peut-être par simplification, on est resté sur un peu le même principe que les SDI, tout ce qui est, les ECS, avec la notion d'enveloppe qu'on a sur les ECS. Alors,
quand est-ce qu'on peut utiliser ces fibres optiques? Ou disons, est-ce qu'on peut utiliser ces fibres optiques non dédiées au SSI? Alors oui, hein, on peut utiliser donc des fibres optiques multibrins non dédiées au SSI si les brins et les interfaces qui transportent l'information du SSI sont dédiés au SSI. Donc vous pouvez avoir des brins qui ne sont pas dédiés au SSI, mais il faut que les interfaces qui sont sur le brin soient bien réservées au SSI. On peut aussi avoir dans une même fibre, on peut utiliser des brins pour des liaisons différentes du SSI, ça c'est possible, mais il faut que chaque brin et chaque interface soit dédié à une seule liaison. Voilà, donc ça veut dire que deux interfaces d'un côté, deux brins, deux interfaces de l'autre. Voilà. C'est la contrainte un petit peu sur cette fibre optique. Ensuite, on passe aux alimentations de sécurité, le chapitre 6.1. Alors, en fait, tout ce qui concerne les équipements 54X doivent être alimentés par des EN544, des EAE EN544. Et de même pour tout ce qui concerne les équipements de la série 1201-X, voilà, doivent être alimentés par des EAES 1201-10. C'est le principe. Alors, concernant les protections des alimentations de sécurité, alors, donc la source de sécurité d'un ventilateur de désenfumage doit être en VTP, ok. Et une alimentation de sécurité déportée située en dehors des ZS qu'elle alimente doit être en VTP. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose. Théoriquement, hein, en fait, on utilise le même principe que pour les matériels déportés. On a, pour une meilleure homogénéité, décidé d'appliquer la même règle que pour les matériels déportés. On a une atténuation concernant les AES redondantes. Alors là, je vous ai fait un petit schéma. Vous voyez que, au même titre que pour les MD qui sont sur des voies de transmission rebouclées, on peut se passer de les mettre en VTP. Hein, s'ils desservent les ZS, enfin s'ils sont dans les ZS qu'ils desservent. Bon, ben en fait, c'est pareil avec les AES, où en fait là, vous avez donc l'AES numéro 1 qui va desservir le matériel déporté dans le local numéro 1, et le matériel déporté de local numéro 2, et le matériel déporté dans le local numéro 3, et son AES numéro 2 qui va, elle, faire la même chose dans le sens inverse. Vous voyez que si vous perdez l'AES dans le local numéro 1, eh ben, le matériel va continuer à fonctionner. Hein, on ne va pas perdre deux zones de mise en sécurité. Du coup, on a décidé de ne pas mettre ces AES en VTP, bien que ça ne respecte pas la règle que j'ai énoncée juste avant, où en fait, on doit avoir les AES en VTP si on alimente des MD qui sont en dehors de la zone qu'on dessert. D'accord? Ce qui est le cas dans ce schéma-là. Et bien là, non, parce que vous avez une autre AES qui vient en redondance. Alors, redondance, rebouclée, ou vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon, ça n'existe pas sur les câbles d'alimentation. Hein. Alors, à suivre, toujours dans la protection des alimentations de sécurité. Donc, le principe reste le même, mais on a encore une nouvelle atténuation concernant les AES qui sont dans un même local. Précédemment, quand on a un matériel déporté, alors si je parle des matériels déportés, on peut piloter les DAS qui sont dans un même local, même si on est en dehors d'une ZS, sans avoir besoin de le mettre en VTP, parce qu'on est dans le même local. Mais en fait, on a utilisé cette même notion pour les AES. Une AES qui va piloter des MD qui sont dans des cantons différents, et en fait, il n'y a pas de nécessité de les mettre en VTP. C'est le même principe que pour les matériels déportés, ce qui aussi permet d'avoir une certaine cohérence. Pas de VTP pour l'AES. Alors, un petit point complémentaire, effectivement, c'est que la réserve qui était demandée de 50% précédemment dans la 940 n'est plus exigée maintenant. Alors, concernant les liaisons de surveillance, oui, on peut avoir des problèmes des fois de câblage de DAS.
Et donc on est obligé de mettre un élément qui permette de raccorder le DAS, mais qui est donc en dehors du DAS. Parce que sur le terrain, c'est comme ça que ça se fait, mais bon, on a décidé un petit peu d'encadrer tout ça en autorisant les boîtes IP42, et on peut ne pas surveiller entre ce boîtier et le DAS si la distance est inférieure à 3 mètres, s'il y a une protection mécanique, et si le MD, les lignes et le DAS sont dans le même volume. Voilà. C'est le même principe que sur les lignes de télécommande, on peut ne pas surveiller si on respecte ces mêmes exigences. Matériel déporté. Alors, ça, c'est pour simplifier les choses, quand on a une gaine dans une circulation et qu'on veut mettre un matériel déporté dans cette circulation, vous savez que le matériel déporté, s'il est dans la zone qu'il dessert, il n'a pas besoin d'être en VTP quand on est en rebouclé. Oui, mais si on met ce matériel déporté dans un local de cette ZS, on se retrouve en dehors de la ZS, donc on devait le mettre en VTP, ce qui était un petit peu absurde. Ah oui, parce qu'il suffisait d'enlever la porte et disait, bah regardez, ça y est, je suis dans la ZS, et du coup, j'ai pas besoin de VTP. Donc quand on met une porte, il faut mettre un VTP, et quand on met pas de porte, il n'y a pas besoin de mettre un VTP. C'est un peu stupide, hein. Donc du coup, on a écrit que finalement, quand on a un MD qui est dans un placard ou une gaine technique qui ouvre sur la ZS, on considère que ce MD fait partie de la ZS. Voilà, et on laisse la porte, on n'enlève pas évidemment. Les lignes de contrôle. Alors, ici, on a aussi fait une atténuation, puisque précédemment, on devait avoir du CR1 entre un MD et un DAS, si un DAS était dans un canton adjacent par rapport au MD. D'accord? Et bien là, on n'avait pas d'atténuation, il fallait toujours que la ligne soit en CR1. Maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir de CR1 sur la ligne de télécommande et de contrôle d'ailleurs. Hein. On peut rester en C2, ce qui paraît un peu logique. Mais bon, ça permet justement d'améliorer cette cohérence, comme je vous le disais précédemment. Les lignes de télécommande et de contrôle restent en C2. Alors, concernant les coffrets de relayage, alors là, une nouveauté, puisqu'avant, il n'y avait rien par rapport au VTP. Et maintenant, un coffret de relayage doit être en VTP. Sauf si il est à l'extérieur, il est au PC sécurité, ou s'il est dans le local du ventilateur qu'il commande. S'il est partout ailleurs, il faudra qu'il soit en VTP. Ça permet d'être clair, au moins. Une autre nouveauté, qui était un petit peu évidente, mais qui n'était pas spécifiée, c'est que si on a un ventilateur à 2 vitesses, il faut avoir 2 US qui correspondent à la petite vitesse et la grande vitesse. Voilà, je vous ai mis un petit exemple ici pour vous expliquer avec la ZF1 et la ZF2. Toujours dans les coffrets de relayage, le cas d'un matériel déporté situé dans le même local que le coffret de relayage qu'il commande. Le fait que ce MD commande d'autres DAS faisant partie des ZS desservis par ce coffret de relayage n'a pas besoin d'être en VTP. Voilà, par exemple, que vous allez piloter un clapet qui est dans le même local ou même ailleurs, mais qui fait partie de cette même ZF, parce que vous faites de l'amnédaire, par exemple, je ne sais pas, ou vous isolez une CTA, enfin bon, bref, vous pilotez ce clapet, ou même un volet de désenfumage, pourquoi pas, vous n'avez pas besoin de mettre ce MD en VTP, bien que ce DAS soit en dehors de la zone que vous desserviez, évidemment, puisque vous êtes dans le local de la ventilation. Hein. Mais en fait, c'est un peu logique, puisque si ça crame dans ce local, vous allez perdre le MD, le coffret de relayage, le moteur. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit en VTP? Il n'y a pas besoin. Puisque de toute façon, vous perdez tout. Donc, du coup, voilà, encore une amélioration de la cohérence. Bon, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais c'est quand même un bon point. Les arrêts pompiers peuvent être faits par moteur si le coordinateur SSI le précise. Voilà. Donc, alors, si pas écrit ça, c'est écrit si le concepteur le précise, mais ça veut dire que c'est le coordinateur SSI. Ça aussi, c'est une amélioration. Une autre amélioration, c'est que maintenant, par défaut, alors là je ne l'ai pas spécifié, mais c'est vrai que par défaut, on peut avoir,
En fait, on peut avoir des US pour chaque moteur de désenfumage, mais il est admis qu'on puisse regrouper tous ces moteurs de désenfumage, d'extraction ensemble. C'est un petit peu l'inverse que ce qui avait été écrit précédemment, mais globalement, ça traduit en fait des difficultés à réaliser ce point de grouper les US ensemble sur les moteurs. Parfois, c'est difficile, et globalement, les coordinateurs SSI, enfin moi en tout cas, et beaucoup que je connaisse, on préférait mettre une US par moteur. Donc là, ça valide aussi ce principe-là. Alors, aussi une chose un petit peu curieuse qui, à mon avis, est une erreur de notre part. Alors, peut-être que vous mettrez des commentaires pour dire que c'est pas vrai, qu'on a bien fait, je sais pas. En tout cas, moi, je vois pas l'intérêt. Maintenant, on ne peut plus utiliser l'énergie du CMSI pour réarmer les coffrets de relayage sur conduit unitaire. Avant, on pouvait, plus maintenant. Donc, bon, je pense que c'est une erreur, mais en tout cas, maintenant, c'est comme ça, donc il faudra s'y faire. Nouveauté pour les dispositifs de verrouillage pour issue de secours. Maintenant, on peut intercaler sur la ligne de commande un contact sec d'un MD, un contact sec d'un DAC. Voilà, avant c'était pas écrit, maintenant au moins c'est écrit. Alors le DAC, hein, c'est le DAC DIC ou DAC, je crois que FinSecure et Cooper en ont sorti un aussi. Hein. C'est pas du Malicom. Concernant le réarmement des dispositifs de verrouillage pour issue de secours, là, il y a la nouveauté maintenant, il est écrit que ça ne doit pas se réarmer automatiquement à la fin du signal sonore d'évacuation. En fait, le règlement de sécurité ne prévoyait rien, c'était pas écrit, mais enfin bon, on sentait bien que ça posait quelques problèmes. Donc maintenant, c'est écrit dans la norme, donc maintenant, on peut demander à ce que ce soit fait. Donc, pour ce faire, on a trois possibilités. Soit on met un dispositif anti-réarmement conforme à la 37-1, soit on utilise un dispositif qui est déjà utilisé en fait pour les portes à fermeture automatique conforme à la 137. Alors là, quid de la conformité, bon, je sais pas, c'est pas très clair à ce niveau-là, je concède. Soit par construction dans l'équipement d'alarme, oui, puisque la nouvelle 36 permet de le faire, pas tous les matériels qui sont conformes à l'ancienne 36. Voilà. Donc, pour les issues de secours, on n'a pas encore, on n'a pas terminé. Un petit point aussi, pas du CMC ni du S sur le CMSI. C'est pas une fonction, donc il n'y a pas à mettre une fonction ou une US sur le CMSI. C'est une précision qui a été apportée, mais qui y allait de soi déjà précédemment. Le non-arrêt ascenseur. Alors, si le relais est dans la machinerie, eh bien la ligne entre le MD et le relais est à émission et surveillée. Et pas de surveillance après ce relais. Si le relais est en dehors de la machinerie, le relais doit être en VTP. Et si le relais est dans le MD, le MD doit être en VTP. Et la ligne entre le MD et le relais est à émission et est surveillée. Voilà. Et le câble entre le relais et la machinerie est en CR1, mais il n'y a pas de surveillance de ligne après le relais si la distance entre le relais et la machinerie est inférieure à 3 mètres et s'il y a une protection mécanique jusqu'à la machinerie. Les solos de sécurité. Alors les solos de sécurité, donc comme je le disais tout à l'heure, la 849 n'étant plus utilisée, maintenant la 32 devient la règle d'install pour les solos de sécurité. Alors, les lignes, la nouveauté, les lignes sont en CR1 et sont surveillées. Donc ça, c'est un bon point. Hein. Il y a une autre chose, c'est qu'on n'est plus obligé d'avoir deux lignes dans une même zone, hein, puisqu'avant, on n'avait pas le droit de perdre l'audibilité dans une zone. Donc maintenant, on peut passer avec une seule ligne. Alors, précédemment, il fallait faire deux lignes quand on utilisait la 6849. Un SSS peut être installé uniquement avec un équipement d'alarme de type 1 ou 2. Donc, ça veut dire que pour le 2B, on peut l'utiliser. Je vois pas vraiment l'intérêt, mais si, peut-être pour piloter les portes. Mais bon,
C'est ce que ça veut dire en tout cas. Et il n'y a pas de surveillance derrière un atténuateur. Alors en fait ça n'a pas bougé. Alors en fait je vous l'ai remis, c'est ça, il n'y a pas de différence par rapport à l'ancienne 32. Mais en tout cas, bon, je vous l'ai remis, on peut ne pas surveiller derrière un atténuateur parce qu'en fait les fabricants ne savent pas le faire. Donc si l'atténuateur et les HP sont de même local, on a 4 HP maximum, 20 mètres maximum de distance avec le dernier HP, une protection mécanique à la liaison, et puis qui est le système de rétablissement du niveau en cas d'alarme, hein, puisque vous savez à quoi ça sert un atténuateur. Vous êtes dans une pièce avec par exemple une salle de réunion, et puis il y a une sono qui passe en permanence dans le bâtiment. Ben, vous n'avez pas envie d'être embêté par cette sono. Donc vous avez un atténuateur et vous le mettez à 0. Mais évidemment, s'il y a une évacuation, ben, il faut bypasser cet atténuateur. Voilà, ben, c'est ce qu'ils appellent le rétablissement du niveau en cas d'alarme. Toujours dans les sonos de sécurité, si un défaut sur la ligne UGA entraîne la perte du SSS, alors le CSAV doit avoir une commande manuelle d'évacuation. C'est un peu logique. Hein, parce que si on a un défaut sur la ligne, qu'on perd la communication, il faut qu'on puisse. Ça veut dire que manuellement, on ne peut plus lancer l'alarme. Donc, il faut bien qu'il y ait une commande manuelle prévue sur cette ECSAV. On n'a pas le droit de perdre plus de 32 diffuseurs d'évacuation. Bon, ça, c'est comme les diffuseurs sonores. Si un défaut sur la ligne UGA n'entraîne pas la perte du SSS, alors le CSAV peut être installé en dehors du PCS. Alors, je vais revenir sur ce point-là. Je vais vous lire ce qu'on a écrit dans la norme. Et là, sur ce coup-là, on n'a pas été bon. Mais je vais vous l'expliciter. Donc, ce que dit le paragraphe 12, en l'occurrence, c'est « Dans le cas où le CSAV ne nécessite pas l'option commande manuelle d'alarme vocale, telle que prévue au 9.5.1, le matériel central de le CSAV peut être implanté en dehors du local de l'UGA. » Je ne sais pas si vous avez compris, mais enfin, c'est pas très clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, vous avez une ligne UGA, entre l'UGA et le CSAV. Bon. Il y a deux options en fait. Soit, si vous avez un défaut sur cette ligne, vous perdez le CSAV, soit vous ne le perdez pas. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Si vous faites un défaut sur la ligne et que vous ne perdez pas le CSAV, alors vous êtes en train de me dire, mais Silver, tu folles, comment tu fais? Peut-être qu'il y a une deuxième ligne par exemple. Parce qu'il y a peut-être des constructeurs qui sont en train de développer ce genre de choses ou qui ont développé ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Donc, je reprends. Si vous avez un défaut sur la ligne entre l'UGA et le CSAV, mais que vous ne perdez pas votre SSS, votre ECSAV, ça veut dire que vous pouvez toujours envoyer votre commande manuelle d'évacuation. D'accord? Donc, vous n'avez pas de nécessité d'avoir votre commande manuelle d'évacuation sur votre SSS, sur votre ECSAV. D'accord? Voilà. Eh bien, dans ces conditions-là, quand vous faites un défaut, vous ne perdez pas le CSAV, alors vous avez le droit de le mettre dans un autre endroit qu'au PCS. Alors, c'est un peu contraignant, hein? D'accord? Mais c'est ça que ça veut dire. Mais si vous le mettez dans un autre local qu'au PC sécurité, en plus, il faudra que toutes les informations visuelles soient facilement visibles et lisibles. Alors, entre nous, si c'est lisible, c'est forcément visible. Ah bon. L'environnement est sec, absence de condensation, oui. Le risque de dommages mécaniques sur l'équipement est faible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on peut faire tomber du PQ dessus, mais pas un parpaing. En gros, c'est ça. Mais alors, où est-ce qu'on met la barre? On ne sait pas trop. Hein. Là, c'est pareil, c'est pas trop très explicite, hein, j'en conviens. Le risque incendie est faible. Bon, ok. D'accord, mettons. Et le matériel est situé dans un emplacement à faible potentiel calorifique ou dans un VTP. Alors, entre le D et le E, donc en gros, ça veut dire que s'il n'est pas dans un risque incendie faible, il faut le mettre dans un VTP. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Voilà.
hein, même si j'ai fait partie de ceux qui ont rédigé, j'avoue que là, j'ai un petit... On aurait peut-être pu faire plus simple, disons dans l'explication, du moins. Donc peut-être le D et le D aurait pu être supprimé. Voilà, je pense. Alors, toujours sur les SSS. Alors, nouveauté, donc il y a une étude à faire, donc, en amont, sur les sonos de sécurité. Donc, il faut définir, dans cette étude, les zones de LAI. Alors, il ne faut pas parler de SLA, hein, c'est interdit, hein, mais je le dis, mais il ne faut pas en parler. Les ensembles de locaux acoustiquement identiques, ou les LA peut-être, je ne sais pas. Et dans cette étude, il faut en plus il faut prévoir que la pression acoustique du message doit être 10 dB au-dessus du bruit ambiant. En fait, c'est équivalent en fait à ce qu'on fait sur la diffuseur sonore. 10 dB au-dessus du bruit de fond, enfin du bruit ambiant. Mais en plus, il ne faut pas que la pression acoustique varie de plus de 10 dB dans la totalité de la zone de LAI. Bon, de façon à ce qu'en fait vous ayez une homogénéité du son. Bon, il faut en plus qu'il y ait un ampli de secours par sono de sécurité si la puissance des HP est supérieure à 400 watts. Ok. Et puis il faut prendre en compte l'échauffement du local. Ça peut arriver que dans des locaux où vous avez des sonos de sécurité, il fasse chaud, on va dire. Voilà, bah, il faut prendre en compte ça, peut-être en mettant une clim ou en mettant ce genre de choses. Ah, et la grosse nouveauté sur les sonos de sécurité, c'est qu'il n'y a plus d'exigence de mesure de l'intelligibilité comme précédemment. Ce n'est pas exigé, sauf si votre maître d'ouvrage le veut, évidemment. Hein. Si par exemple, votre maître d'ouvrage c'est la RATP ou la SNCF et qu'il veut absolument une mesure d'intelligibilité, eh ben, il le met dans son CCTP et à ce moment-là, eh ben, il faudra faire une mesure d'intelligibilité que l'installateur se fera un plaisir de faire. Voilà, hein. C'est pas le coordinateur SSI. Donc comment on va mesurer cette intelligibilité, enfin mesurer, comment on va nous réceptionner une sono de sécurité? Eh bien vous allez le voir un peu plus bas, parce que c'est dans la partie réception. Les diffuseurs lumineux. Alors sur ce coup-là, mea culpa, je pense qu'on n'a pas été bon. Donc là, le fabricant doit déclarer dans la notice de son équipement sa couleur, sa famille et la catégorie. Alors oui, la couleur, parce qu'en fait on peut avoir du blanc et du rouge. Donc pour moi, ça fait partie d'une exigence, bon, c'est matériel. Si on va soumettre un matériel à une certification, bah, on va faire une notice. On écrit ça dedans. Je ne vois pas l'intérêt de l'avoir écrit dans la 32. Disons que après coup en relisant. Je vous rappelle d'ailleurs que quand on définit une norme, quand on écrit une norme, il y a une enquête publique. Vous êtes cordialement invité à donner votre avis sur justement ce qui a pu être écrit. Et en l'occurrence, ok, je suis responsable, mais vous aussi, car vous auriez pu voir que ça, c'était pas franchement peut-être nécessaire que ce soit écrit. Donc la prochaine fois qu'une norme paraît, n'hésitez pas à venir à répondre à l'enquête publique. D'ailleurs, sur le blog, il y a spécifiquement un endroit où les enquêtes publiques sont disponibles, que vous puissiez y participer. Qu'on se le dise. Donc, pour suivre, ben, dans les familles, il y en a 4. Donc, il y a les DVAF, les diffuseurs visuels d'alarme-feu, les BASL, les BAL, les diffuseurs lumineux autonomes et autres diffuseurs lumineux non autonomes. Voilà. Alors, dans les DVAF, vous avez 3 catégories. Catégorie C, W et O. Alors, merci encore à l'Europe d'avoir bien voulu nous traduire ça en français. Puisque C, ça veut dire plafond. W, ça veut dire mural. C'est peut-être le M à l'envers, peut-être, je ne sais pas. Et puis O, comme libre, évidemment. Et il existe donc... Il existe dans les DVAF des catégories. La catégorie C, bon, couverture cylindrique, voilà, avec bon, tout ça. Les DF catégorie W, là je vous ai mis à quoi ça correspond en toute franchise.
pour moi, c'est des spécifications matérielles qui n'ont rien à faire dans la 32, qui est une règle, qui est une norme d'installation, qui définit les règles d'installation. Pour moi, ça n'a rien à faire là-dedans. Les DVAF catégorie O, bon, la couverture est liée à l'intensité lumineuse et ou à la forme. En plus, ce paragraphe pour moi n'apporte rien. Alors, pour les diffuseurs lumineux autres, les diffuseurs lumineux autonomes et autres diffuseurs lumineux non autonomes, on dit quoi? Que l'implantation peut être murale et ou en plafonnier. Ces diffuseurs présentent des caractéristiques spécifiques liées uniquement à l'intensité lumineuse dans un angle d'ouverture et ou à la forme du volume de couverture. Pour une bonne perceptibilité dans l'espace concerné, ouais, on n'a pas inventé la poudre, hein, ce sujet, je trouve. C'est un peu évident. Et puis ben, pour les BAS, BAL, il n'y a rien dans la 32. Je pense qu'il faut voir ça dans la 48-150. Mais c'est pareil, ça reste des règles matérielles, pas des règles d'install. Bon, implantation des diffuseurs lumineux. Alors là, du coup, là, c'est la règle d'install. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans la 32? Bah, on implante les diffuseurs lumineux de façon à ce que le signal soit perceptible en prenant en compte les obstacles. Ouais, ça paraît évident. Ok. La hauteur maximale d'installation est mesurée par rapport au plan où circulent les personnes à évacuer. En règle générale, ce plan est le sol. Oui, parce que c'est vrai, en général, on marche par terre. Hein. Alors moi, je vole pas encore. Donc quelque part, c'est normal que ce soit le sol. Hein. Enfin, je sais pas. Sur ce coup-là, bon. Les diffuseurs lumineux peuvent être fixés à des hauteurs intermédiaires sur les éléments stables de la construction. Oui. Bah oui, si l'objectif soit perceptible, à ce moment-là, on peut le mettre un petit peu où on veut dans l'espace pour que ce soit perceptible. Bon, donc là, je pense qu'on aurait pu faire plus simple. On aurait pu dire, bah oui, que là, les diffuseurs lumineux doivent être perceptibles, voilà, en prenant compte des obstacles. Je suis pas sûr que la hauteur maximale d'installation ce soit pertinent, surtout que on ne sait pas comment la calculer, là. Donc, par rapport à la règle d'install, ça manque un petit peu d'explication. Par contre, dans le chapitre 11, là, il y a un truc intéressant, c'est que la couleur est validée dès la conception, et en cas d'extension, bah, on doit conserver la même couleur. Ça paraît évident. Alors, en ce qui me concerne, moi, je prévois du rouge. Hein. Bon, il y a soi-disant des problèmes avec les épileptiques, donc... bon. Pour moi, pour l'instant, moi je mets du rouge, maintenant vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc quelque part, je trouve qu'au départ, on était parti sur des choses bien plus cohérentes, je dirais, où on avait des candélas à avoir, en ce qui correspond, on va dire, à notre niveau de décibels à l'audibilité. Hein. Enfin, tout ça, ça a été supprimé pour finalement, entre nous, hein, je vais être franc, avoir accouché d'une souris. Et dans la majorité des paragraphes qui restent, ben, c'est pas vraiment intéressant et ça n'a rien à faire à mon avis dans la 32. Voilà, on aurait pu se fendre d'un tout petit paragraphe qui disait simplement qu'il faut que les diffuseurs lumineux soient perceptibles en prenant compte des obstacles et que la couleur doit être homogène dans le bâtiment. Voilà. Bon. Le dossier d'identité. Le dossier d'identité, maintenant, il n'a plus rien à voir à ce qui était précédemment. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un groupe de travail qui a été fait entre les coordinateurs SSI, les maîtres d'ouvrage et les contrôleurs techniques. Et en fait, de ce groupe de travail est né le nouveau dossier d'identité. Alors, il y a des documents qui ont été supprimés et des documents qui ont été ajoutés. Donc maintenant, il est constitué de 25 onglets qui va de A à Y. Il peut être réorganisé à la demande de l'exploitant ou du coordinateur SSI, si et seulement si il y a un sommaire qui explicite où on va trouver notre A, B, C, D, Z, Y, enfin non, pas Z dans l'occurrence, X, Y, hein, voilà, de façon à ce qu'on puisse retrouver nos petits par rapport au sommaire normatif. Alors, je ne sais pas si vous avez testé déjà ce dossier d'identité, moi je l'ai testé, j'ai voulu en faire un stricto sensus, conforme à la norme. C'est très indigeste pour rester poli. C'est une suite de documents bon, qui ne sont pas forcément dans un ordre cohérent. Donc, il est évident
qu'il va falloir faire des chapitres pour pouvoir organiser un peu tout ça. Donc, vous aurez, je mettrai en ligne une vidéo à ce sujet bientôt. Alors, en quoi consiste ce dossier? En fait, il a pour objet de rassembler 3 points. Ça, c'est 3 points qui sont importants. Les documents administratifs et techniques du SSI requis dans le cadre de la réception technique menée par le coordinateur SSI. Ça veut dire que les points d'après ne font pas partie de la réception technique menée par le coordinateur SSI. Donc le point numéro 2, les documents complémentaires utiles à l'exploitation, à la maintenance, aux vérifications et aux évolutions de l'installation. Et puis le point numéro 3, les informations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI. Alors les ensembles indépendants, c'est les cages d'escalier, par exemple, qui sont non pilotés depuis le SSI. Qu'est-ce que c'est que les documents complémentaires, le point numéro 2? Les documents complémentaires, c'est quoi? En fait, on le trouve dans 4 parties. Les documents de preuve après travaux de l'adéquation entre la capacité des EAES et l'autonomie exigée. Oui, parce qu'en fait, avant de demander un bilan de puissance, mais le bilan de puissance, en fait, on s'en fout. L'important, c'est d'être sûr qu'on a bien les 12 heures plus 10 minutes ou les 12 heures plus 1 heure. C'est ça qu'il nous faut, nous, coordinateurs SSI. Donc, c'est ça qu'on a voulu pointer dans ce document-là. L'installation de ventilation, schéma de principe de l'installation réalisée. Donc, c'est, on va dire, le synoptique de l'installation de ventilation. Le P, c'est le synoptique de désenfumage, sans lequel il nous est impossible, nous, coordinateurs SSI, de faire notre scénario. Et puis, l'installation de désenfumage, les débits. Alors, pourquoi, en fait, il y a eu ces documents complémentaires? Parce que ça a été fait pour bien sortir de la responsabilité, pour bien sortir ces documents de la responsabilité du coordinateur SSI. Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde que le coordinateur SSI n'a pas à donner un avis sur ces documents. Il n'y a pas d'avis, il les prend et on les prend en compte, mais on n'a pas un avis à donner sur ces documents-là. Voilà. Autre point, autre nouveauté importante, les autocontrôles de l'annexe A. En fait, maintenant, ils sont identiques à la 933. Ah oui, en fait, précédemment, on était bien plus contraignant lors des maintenances que lors de la réception. En gros, avant, les autocontrôles, en gros, vous faisiez un peu n'importe quoi. C'était pas très très clair. Et par contre, en maintenance, c'était hyper détaillé. Maintenant, il n'y a pas de raison de faire une différence entre une réception technique et une maintenance. Donc, tout ce qui est autocontrôle, en fait, c'est le copier-coller de la 933. Donc maintenant, vous avez des autocontrôles pour le compartimentage, le désenfumage mécanique, voilà, l'extinction automatique du gaz. Voilà. Je rentre plus dans le détail, non, il suffit de lire la norme. Autocontrôle annexe A. Pour ce qui concerne les sonos de sécurité, c'est pareil, on a une annexe, l'annexe A10, qui permet de faire cette vérification du fonctionnement de l'autocontrôle de la sono de sécurité. Et là, en fait, on vérifie l'audibilité par une écoute subjective, de la même façon qu'en fait, on fait pour les diffuseurs sonores. Si on n'a pas de raison d'être... Il n'y a pas de raison d'être plus exigeant pour une sono de sécurité que pour un diffuseur sonore. Et puis pareil pour l'intelligibilité, la vérification, elle est faite aussi par une écoute subjective hors bruit. Voilà. Ce qui, quand même, est plus cohérent. Voilà. N'empêche que si le maître d'ouvrage souhaite faire toujours une vérification par rapport à l'intelligibilité, il est toujours possible de le faire, voilà, selon l'annexe C qui explique comment le faire. La réception technique, paragraphe 16. En fait, rien de fondamentalement différent avec ce qu'on faisait précédemment, il n'y a pas de différence. On vérifie par des contrôles visuels que le système est installé conformément à ce qu'on a prévu dans le cahier des charges fonctionnelles. On fait des essais de réception technique selon l'annexe B et on vérifie que les documents techniques contenus dans le dossier d'identité soient conformes aux articles 14 et 15 donc de la 32.
Et il faut évidemment fournir le rapport de réception technique. Ah si, un point complémentaire, tout ce qui est groupe électrogène a été sorti de la réception. Maintenant, c'est dans les autocontrôles. Tout ce qui est le marche ou crève, par exemple, c'est plus au coordinateur SSI de faire cet essai-là. Enfin, c'est pas dans la réception, c'est passé dans l'autocontrôle. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de changements fondamentaux. Les essais de groupe sont passés dans les autocontrôles et l'audibilité et l'intelligibilité maintenant sont vérifiés de façon subjective. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn si vous avez apprécié cette vidéo. D'autres pourraient en avoir besoin, par exemple. N'hésitez pas à vous inscrire sur le blog pour être informé quand il y a des parutions. C'est gratuit. Profitez-en. Voilà, merci. À bientôt.